Moi, j'ai une question pour vous deux qui reprend un petit peu ce qu'a dit Monsieur Zil ce matin, que je trouve intéressant. Je n'avais jamais entendu cette idée de technique comme prolongement et technique comme mouvement vers l'intérieur. Je suis pas très bonne en génétique, donc je vais pas prendre un exemple avec la génétique, mais je vais prendre le téléphone portable. Je suis un petit peu meilleure peut-être. Et ce téléphone qui fait maintenant partie de nous, c'est-à-dire qui est intériorisé comme une forme de prothèse interne, donc dans un mouvement interne dont certains ne peuvent plus se passer. Oui. Oui. Et donc, il induit des modifications psychiques, puisque on dort avec le téléphone portable allumé. J'ai entendu récemment, il y avait la journée du sommeil, qu'une des causes de pathologie du sommeil, c'était justement le fameux portable qui restait allumé et qui maintenait le lien avec l'externe pendant toute la nuit et qui était donc un facteur parasite qui induisait des troubles du sommeil. Et donc je voulais savoir quelle était par rapport aux limitations éventuelles et à la réflexion que vous pouviez avoir vous, peut-être dans vos domaines ou dans d'autres domaines, de cette question de la technique que finalement le psychisme s'approprie et ce psychisme en fait un morceau de lui-même. Et donc toutes les modifications, alors justement comportementales et peut-être sur la santé que cela peut-être avoir. Alors, il paraît que c'est une question pour moi. Moi, je vais prendre un exemple familial. J'ai un petit-fils qui s'est brûlé les 2 mains, il n'avait pas 1 an, et on lui a mis des pansements aux mains, il ne pouvait plus s'en servir, c'était des espèces de moignons. Son adaptabilité a été extraordinaire. En l'espace de quelques dizaines de minutes ou quelques heures, il savait se servir de ses moignons très très bien, faire tomber les choses par terre pour les attraper avec sa bouche, et il n'avait absolument aucun problème. On vous supprime votre téléphone portable, vous allez survivre, hein. Par contre, effectivement, si vous le laissez brancher toute la nuit à côté de vous, j'ai envie de prendre votre numéro de téléphone et de vous appeler 2-3 fois par nuit pendant 1 semaine. Et à mon avis, après, vous allez l'éteindre. Parce que je crois qu'effectivement, on devient dépendant, mais on peut s'en sortir, c'est pas forcément irréversible. Moi, je ne crois pas à la réversibilité. On a un cerveau qui est quand même suffisamment plastique, même quand on a un peu plus que l'âge de mon petit-fils, 1 an, moi je suis admiratif de la plasticité cérébrale. J'ai évidemment pas la même, mais je suis persuadé que je peux me passer de mon téléphone portable. Mais ça sera dur. Ça n'est pas le bien. Non, en fait, c'est vrai que on crée des évidences par la technique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on imagine difficilement le monde sans ordinateur. Enfin, je sais pas ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, au niveau de la technoscience. Au niveau de la technoscience, il paraît que c'est moi. Sur la technique et la technoscience. Mais c'est vrai qu'au début, moi j'ai vu les ordinateurs arriver, d'ailleurs grâce à François qui faisait de la programmation sur Apple II dans le laboratoire pour faire de la génétique, en fait pour faire des études sur l'ADN. Voilà, il programmait un Apple II et c'était absolument merveilleux, on était béats d'admiration et puis maintenant effectivement ça paraîtrait un peu dérisoire, mais on a domestiqué un certain nombre de choses et dans un milieu professionnel effectivement on est encore capable de domestiquer, de maîtriser la technique. C'est dans le passage, en fait, dans la société d'une manière générale, dans la population générale, où effectivement, les marchands, moi je crois que ce sont eux qui créent nos besoins, et effectivement, ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait aucun contrôle. Voilà, c'est tout. Pour moi, le fond du fond, vous savez, pour moi, c'est l'économique, hein. S'il y a un intérêt économique quelque part, il n'y a pas tellement de problèmes, les choses se feront. Il y avait un activiste canadien que j'aime bien citer, qui s'appelle Pat Mooney, qui est un anti, je crois qu'il est plutôt assez anti-OGM et assez porté sur la réflexion critique sur les nanotechnologies.
qui disait, dans l'émergence de n'importe quelle nouvelle technologie, les éthiciens ont environ une nanoseconde pendant laquelle ils peuvent être entendus. Une fois que cette nanoseconde est passée, forget it. Et en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'à partir du moment où on crée une nouvelle technologie, arrivent des intérêts sociétaux, mais des intérêts surtout économiques, des intérêts politiques, qui font que ça devient, effectivement, on essaye de vous faire croire que ça devient irréversible, inexorable, inéluctable, et tous les in qu'on a mis devant, qui sont privatifs, ben, en fait, vous font croire qu'on n'y peut rien. On n'arrête pas le progrès, dit le dicton. Ben, on n'arrête pas le progrès. Si, effectivement, il n'y a pas d'intérêt à arrêter le progrès si c'est réellement un progrès pour nous. Une question vers le haut de l'amphi? Oui, là-haut. S'il vous plaît. Là-haut, puis après Fabrice. C'est au niveau de votre crise de jalousie. Alors, ce qui est pertinent, c'est le transfert des technologies d'une discipline par rapport à une autre. Et je vous ferai remarquer que la résonance magnétique nucléaire a été découverte par des physiciens, très utilisée par des chimistes, et maintenant utilisée par des biologistes, par l'imagerie RMN. Voilà. Alors, il n'y a aucune crise de jalousie à faire. Le plus pertinent, je dis pertinent, c'est le transfert de la technologie d'une discipline à une autre, disons, voilà. Je n'ai rien dit contre cela. Effectivement, du radar au four à micro-ondes, il n'y a eu qu'un pas. Mais et ce pas, tant mieux s'il a été franchi, du moins pour ceux qui croient que les ondes du four à micro-ondes ne sont pas néfastes pour notre santé. Mais non, je faisais cette petite crise de jalousie qui était un épisode familial très court. C'est effectivement que les physiciens ont généralement une capacité à obtenir des financements considérables sur des machines gigantesques pour des projets qui, effectivement, ne parlent pas au grand public. Et on reproche souvent aux biologistes de ne pas être suffisamment proches du public, mais les biologistes, on leur dit « mais ça va servir à quoi ?» Mais demain, à quoi ça sert demain, votre truc? Demain, je ne peux pas vous dire. Demain, je ne sais pas. Ça servira à quelque chose un jour. Mais toutes les innovations qui sont faites pour permettre aux physiciens d'avoir les outils dont ils ont besoin pour mettre en évidence soit leurs superparticules d'un côté, soit la naissance de l'univers de l'autre. Mais bien sûr que ça n'est pas une jalousie vraie. D'ailleurs, je ne suis pas d'un naturel jaloux. Mais c'est simplement pour dire que la manière dont est perçue la science et la technologie dépend beaucoup de la présentation qui en est faite et en fait de l'héritage culturel qu'on a. Et pour l'instant, l'héritage culturel de la biologie est trop récent. Et puis la biologie fait peur parce qu'elle nous touche, nous, intimement. Si on commence à dire qu'on va modifier l'être humain, ça fait peur. Or, on se modifie en permanence. Hein, on boit du café pour rester éveillé, on met des lunettes pour y voir clair quand ça ne va pas. En fait, c'est les problèmes des limites. Il y a des limites qu'il ne faudra jamais dépasser. C'est tout. Oui, mais justement, ces limites sont dépassées en permanence. Les limites, on ne peut pas dire un jour on arrête tout. C'était le thème d'un film dans les années 70 qui s'appelait L'an 01. Le thème, c'était on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Mais ça, c'était dans les années 70. On a changé depuis. Maintenant, on est beaucoup plus triste. Et on n'a rien arrêté, surtout. Je voulais juste poser une question à M. Cousin, parce que vous avez un peu ébauché le problème du mensonge en recherche scientifique. Alors, on est affronté entre, d'un côté, les grands chercheurs qui ont découvert le vaccin de la polio ou l'ADN et qui n'ont pas voulu finalement
faire connaître leurs découvertes, en tout cas en matière de bénéfices. Et de l'autre côté, aujourd'hui, on affronte de plus en plus couramment dans les revues de haut niveau, dans mon métier entre autres, mais je pense que c'est dans toutes les spécialités médicales, des chercheurs qui mentent, qui font que, par exemple, dans mon secteur, il y a 100 articles qui ont été retirés de la littérature, avec des éditoriaux pour dire qu'il faut recommencer les recherches, etc. Je voulais savoir comment vous analysez ce phénomène et quelles réponses vous pourriez donner. La question, c'est sur la fraude scientifique, en fait. Ça existe, c'est vrai. Oui, c'est... ça marche, hein. Comme Patrick vient de dire, à mes voix, ça existe, c'est vrai, mais bon, le fait est que ça existe, le fait est que c'est quand même très minoritaire, très très minoritaire dans la masse de la production scientifique, et bon, ça peut être contrôlé, il existe des logiciels anti-plagiat, il existe... je ne pense pas que personnellement que ce soit un problème majeur. Patrick, peut-être une... Non, je suis tout à fait d'accord, c'est pas un problème majeur. Ce qu'on oublie, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, sur PubMed, la Medline, base de données américaine de référence en biologie et santé, il y a 2 millions de publications par an. Donc effectivement, qu'il y ait quelques centaines qui aient posé problème, et dans le chiffre de... Je pense que c'est dans une proportion raisonnable, oui. C'est lamentable pour les cas où ça se passe, mais la proportion n'est pas dramatique. Alors il y a peut-être, là, pour pousser dans ce domaine, la pression à la publication qui est considérable et qui fait que certains esprits un peu fragiles cèdent aux tentations de la fraude ou du plagiat pour réussir à avoir leur quota de publication. Mais voilà, je ne crois pas effectivement que ça soit majoritaire. Même ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de problème, mais c'est un problème différent de celui qu'on veut traiter aujourd'hui. C'est un problème plus général. Il y a des raisons précises pour cela. On peut éventuellement y remédier. Ça fait partie aussi du contexte d'une société de marché et de pression, etc. Donc il y a un vrai problème, mais qui, par rapport au progrès de la science en tant que telle, et de savoir ce que les technologies peuvent en faire, c'est un point relativement mineur. Ça dépend du point de vue. Merci aux deux orateurs. J'aurais eu une question qui permet de relier les deux exposés en prenant le début du titre de l'intervention du professeur Gaudret et la thématique du professeur Cusin. Est-ce que, vous disiez, peut-on garder le contrôle sur l'évolution des technosciences? Je reformule, peut-on garder le contrôle sur la communication scientifique? Et ma question est, premièrement, qui est le « on » dont on aimerait qu'il garde le contrôle? Est-ce que c'est le scientifique, l'expert, le médecin? Et si oui, faut-il? J'explique. On sait quand mon ordinateur tombe en panne, j'appelle pas Apple. Ou quand j'ai un problème avec mon ordinateur, j'appelle pas Apple, je vais sur un site de partage collaboratif où un certain nombre d'internautes qui utilisent le même logiciel que moi ont rencontré le même problème et par un tri des solutions qui n'est organisé par personne, on tombe assez vite sur une réponse pertinente. Dans le champ de la santé, je suis d'accord sur le fait que c'est un peu plus problématique, encore que on peut avoir des ennuis sérieux avec un logiciel qui marche mal. Mais les sites de partage des informations entre internautes, entre usagers de santé, entre malades ou même entre gens bien portants, il me semble que ça s'est considérablement amélioré, que l'information est beaucoup moins discutable qu'il y a encore quelques années, que le système s'autorégule. Comme sur Google, on trouve des informations très vite alors que personne ne les a organisées. Elles n'ont pas été organisées au préalable.
Alors, je vous vois faire un petit peu la moue. Alors moi, je ferai la même moue sur ce que comment vous concluiez, c'est-à-dire sur la fraude. Oui, il y a peu de gens qui publient de faux résultats positifs, mais il y a beaucoup de gens qui ne publient pas leurs résultats négatifs. Donc, est-ce que le passage d'un modèle d'expertise descendant d'information, est-ce que cette nouvelle technologie de l'information et de la communication ne nous oblige pas aussi à changer de modèle complètement de communication, où il n'y a plus un modèle hiérarchique descendant, où il y a une espèce d'autocontrôle et où les experts que vous êtes participent au contrôle, mais au même titre que d'autres instances? Je crois que les systèmes ne sont pas exclusifs. Moi je crois effectivement que dans le système de communication scientifique, l'évaluation par les pairs, etc., tout un système d'expertise sur des sciences qui sont de plus en plus pointues est indispensable. Je pense qu'au niveau de l'appropriation par la société d'un certain nombre de données scientifiques pour en faire des informations utilisables par tous, effectivement, pourquoi pas? Le problème des choses qui ne sont pas organisées est qu'elles mettent un certain temps avant d'atteindre un régime de croisière dans lequel le bénéfice est supérieur au risque, parce qu'il y a quand même des sacrés risques. Et dans le domaine de la santé, il y a quand même des catastrophes possibles. On arrive à des choses, je veux dire, si on est sur les mauvais réseaux de pseudo-expertise, on arrive aux choses notamment que citait François tout à l'heure à propos de la vaccination. Et là encore, il y a des absurdités qui sont dites, qui sont des absurdités totales. Alors on peut dire, effectivement, je décide de me désolidariser totalement du système de santé publique, et finalement la vaccination, j'en ai absolument rien à faire parce que je suis autonome, et en fait ce que je vois, c'est que mon risque, si je me vaccine pour l'hépatite machin, c'est un risque sur 20 000 d'avoir une maladie autre. Position totalement, effectivement, qu'on retrouve sur des réseaux de pseudo-information, ou plutôt de désinformation sur Internet, qu'on retrouve aussi dans des partages sur Facebook, sur différentes choses. Il y a quand même beaucoup d'âneries qui sont dites, et beaucoup de choses qui mettent en danger des systèmes qui sont décidés collectivement. La santé publique, c'est pas l'affaire des individus, c'est l'affaire de tous. C'est une affaire partagée. Donc on a une responsabilité aussi vis-à-vis des autres, et cette responsabilité vis-à-vis des autres, c'était ce dont on discutait ce matin. Je veux dire, il y a un moment où le respect de l'autonomie de la personne a quelques limites. Ou alors, effectivement, il faudrait, d'une manière autoritaire, sortir ces personnes du système de santé publique, dont le fond, vous ne serez plus jamais remboursé par la sécurité sociale parce que vous mettez en péril la santé des autres en ne vous vaccinant pas. Mais on ne peut pas arriver toujours à des mesures coercitives, mais on ne peut pas dire... Je pense que l'expertise publique, l'expertise populaire, l'expertise de non-initiés est extrêmement importante. Je crois aux associations de patients. Je crois effectivement que les malades ont un rôle effectivement à jouer dans le dialogue, notamment avec les médecins, et qu'il ne faut pas négliger ce qu'eux apportent. Mais je pense qu'il y a différents niveaux d'expertise, et on utilise toujours le même mot, expertise ou expert. Le patient expert, moi je suis désolé, je ne peux pas concevoir qu'on mette ça en place sans tenter oui, mais de lui donner, donnons-lui un autre nom d'une pipe, ne l'appelons pas de la même manière. Il y a un moment où il faut clarifier un tout petit peu le langage pour qu'on sache de quoi on parle. Moi, si on me parle d'expert, je veux savoir de quel expert on parle. Et je pense qu'on ne peut pas assimiler... Je ne dis pas qu'il y a une différence qu'il ne faut pas mettre les choses au même niveau. Je ne dis pas qu'il y en a forcément un type d'expertise qui soit plus important que l'autre. Je dis que ce sont des expertises différentes. Il faut qu'elles soient reconnues comme différentes, et il faut qu'elles soient intégrées toutes dans un processus décisionnel qui va être la décision d'un acte médical, par exemple. Mais voilà, il faut essayer de clarifier un tout petit peu au niveau du vocabulaire, parce que sinon on va pas s'en sortir. Là, moi, l'expertise, je ne sais, du coup, je saurais plus ce que c'est. Il y a une question. Juste sur ton dernier mot.
Je pense que dire on ne va pas s'en sortir, c'est la vision un peu pessimiste des choses. Et que si vous voulez aller dans le sens de dire qu'on peut trouver des solutions, qu'il y a des systèmes qui peuvent être mis en place, je crois que c'est évidemment ce qu'il faut faire. Et donc c'est ce qui va se faire, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il en soit autrement. Sinon on court à des catastrophes inimaginables. On va conclure, mais juste un petit sur cette petite phrase. En fait, on vient de voir le double lien dans lequel les soignants sont pris constamment. D'un côté, on est dans des programmes dits d'éducation thérapeutique qui visent à rendre le patient autonome et on installe effectivement des patients experts. Bon. De l'autre côté, on râle quand il y a l'automédication, alors parce qu'effectivement, le patient devenu expert, peut-être potentiellement, pourrait être aussi capable de s'automédiquer. Vous voyez, on est constamment dans ces doubles mouvements. Le danger, c'est Monsieur Charras qui, pour moi, l'a pointé un petit peu tout à l'heure par rapport à l'éducation thérapeutique dont on entend tous parler dans tous les services de soins. Est-ce que derrière, il n'y aurait pas cette idée de déremboursement, comme vous l'avez évoqué là tout à l'heure, de celui qui ne serait pas le bon patient, c'est-à-dire celui qui... C'est un risque, oui. C'est un risque, mais derrière ce risque, il y a la norme. Et la norme, vous en avez parlé aussi. C'est quand même quelque chose d'assez inquiétant et d'après ce que j'ai compris de votre exposé, c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant parce que ça présupposerait qu'il y a un bon patient et qu'on saurait le définir et que celui-là pourrait avoir accès aux soins remboursés et que l'autre serait exclu du système de santé. Voilà le genre de questions quand même... Pardon ? Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve, mais ça a été une question qui a été posée par Monsieur Charras et avec d'autres questions aussi. Voilà, on fait une pause et on reprend... La question est assez faiblement remplie. On a reçu 4 questions, dont une seule ad hominem. Alors on va commencer par celle-ci. Après, je vais essayer de distribuer en fonction des gens qui me semblent les plus compétents pour répondre à vue de nez. Alors la première question est destinée au professeur Aujar. Est-ce qu'il nous a... Oui, vous voyez pas. Vous aviez dit que lors du passage en soins palliatifs du prématuré, nous arrêtions la nutrition. Dans quel but ? Je crois qu'on voit un peu pourquoi, mais quel est le bénéfice ? Bon, merci. Alors, j'inverse la question parce que justement, je n'ai pas dit qu'on le faisait, puisque quand j'ai fait état de cette problématique qui serait que puisqu'on n'a aucun soin apporté à cet enfant et donc on passe au stade de soins palliatifs, le fait d'apporter une nutrition entérale fait partie du soin actif et que donc, entre guillemets, on n'a plus besoin que si on se réfère à ce qui est connu chez moins le grand enfant que l'adulte, que quand on tombe en franche hypoglycémie et à un stade comateux, vigile, etc., on a une sécrétion d'endorphine qui fait qu'on est plutôt dans un état bien que souffrant d'hypoglycémie. Certains pédiatres ont évoqué la possibilité d'associer à l'interruption des soins actifs médicamenteux, on va faire simple, l'arrêt aussi de l'alimentation entérale, c'est-à-dire de la nutrition. Moi, à titre personnel, j'ai laissé, je crois, passer le message, je suis totalement opposé à cette démarche. Je ne sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, mais c'est mon opinion. Le but étant de dire, puisqu'il n'y a plus de soins actifs, l'alimentation est un soin actif aussi. Voilà. Bon, le but c'est ça. Alors maintenant, le point important était souligné par le GRAEP en disant qu'il y avait une position mi-figue, mi-raisin, on peut le dire, entre le fait de faire des soins palliatifs dont on sait que les conséquences, quand ils sont poussés assez loin, vont aboutir au décès de l'enfant. Mais de toute façon, quand un patient est en soins palliatifs, ça peut durer plusieurs mois. Hein. Alors, en néonatologie, ça ne dure pas plusieurs mois. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ce sont des soins palliatifs au cours desquels, bon, on demandera l'avis de Christian, ce sera le décès de l'enfant survient en quelques jours. Hein, voilà. Alors là-dedans, je pense qu'on n'a pas besoin non plus de surajouter, à défaut de souffrance du nouveau-né, une souffrance des parents à arrêter en plus l'alimentation. Voilà. Mais Christian, c'est un...
Juste pour compléter, oui, nous, effectivement, à Nice, notre équipe, on n'a pas accepté de procéder comme ça à des arrêts de nutrition artificielle. Il y a un paradoxe quand même qui est assez amusant dans l'affaire, c'est que la nutrition entérale ou parentérale, c'est une nutrition qui fait appel à une technologie. Et que tout d'un coup, nous disons, oh ben, il n'est pas humain de renoncer à cette technologie. Voilà, je lance ça parce que c'est étonnant quand même. Hein. On est chez un nouveau-né qui n'est pas capable de téter son biberon du fait de sa maladie. Il n'est donc pas capable de s'alimenter ou téter le sein de sa mère, donc pas capable de s'alimenter naturellement. Donc on a un procédé technologique pour le nourrir qui est la nutrition artificielle par une sonde gastrique, par une gastrostomie ou par un cathéter central. Et tout d'un coup, on trouve inhumain de renoncer à cette technologie. Alors que beaucoup de technophobes et de remarques technophobiques jusqu'à présent ont montré que finalement la nature, l'humain, c'était bien et que la technologie, c'était pas bien. Et là, tout d'un coup, on en a besoin. Je voudrais rebondir. Je suis assez impressionné et parfois fasciné par les similitudes qu'il y a entre les problèmes éthiques du début de la vie et les problèmes éthiques de la fin de la vie. J'ai plein de raisons qui m'amènent à faire ces comparaisons, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que par contre, par rapport à la mort d'un malade d'Alzheimer, la fin de vie d'un malade d'Alzheimer, déclaré en soins palliatifs parce qu'il n'est plus capable d'avaler, chaque fois qu'il avale, il fait une fausse route, on transgresse cette règle et on peut arrêter l'alimentation. Et ça passe bien dans les équipes. Bon, on en parle en équipe. L'alimentation devient futile et on l'arrête. Mais alors, on a, je dirais, l'attention des familles. Il y a des familles qui ne supportent pas. Alors, on laisse une perfusion, mais dont on sait que le volume n'est pas suffisant pour la survie. Mais il y a une perfusion. Hein, c'est pas de la triche, c'est pas du mensonge, mais voilà. Donc je trouve que c'est pas inintéressant de comparer le début et la fin de vie. C'était un de nos vieux rêves avec Yannick Ojard d'ailleurs. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, justement, parce que je me souviens au moment des débats, des décrets d'application de la loi Leonetti, c'était justement une grande question. Est-ce que l'alimentation, l'hydratation font partie des traitements ? Et est-ce que arrêter les traitements, c'est arrêter cela aussi ? Il me semble qu'il y a quand même un argument très, très fort dans ce que vous avez dit, à savoir, il y a une composante très, très artificielle à un moment dans le fait de pouvoir alimenter, et il est difficile de considérer que ça puisse être artificiel sans être en même temps un traitement. Alors, on a une autre. Alors maintenant, on entre dans la série des questions qui ne sont adressées sinon à personne, enfin peut-être à tout le monde, j'en sais rien. Enfin, donc je propose que n'importe quel orateur puisse s'en saisir. Pour certaines, j'ai un peu peur que personne ne veuille s'en saisir. En tout cas, pour la première, je pense que tout le monde a un peu une opinion. Tous les bébés sont-ils destinés à naître ? N'y a-t-il pas un seuil désirable de mortalité infantile pour éviter la diffusion de problèmes pathologiques ? Qui c'est qui s'y colle là ? La question est anonyme. Hein. Oh non, mais je veux bien commencer parce que voilà, j'ai parlé du bébé, mais tous les bébés ne sont pas destinés à naître puisqu'il y a en France et la possibilité d'IVG et la possibilité d'interruption médicale de grossesse. Donc de ce côté-là, je pense que c'est assez clair, assez carré et accepté absolument par tout le monde. Enfin, bon, pas tout à fait. Là, je vais mettre un bémol parce que sinon j'oubliais les informations de dimanche. En revanche, cette histoire de dérive potentielle, enfin que pourrait être la dérive potentielle, de dire qu'il y a besoin d'un certain taux de mortalité néonatale pour qu'on ne soit pas débordé, on va dire. Moi, personnellement, là, je trouve qu'on est sur une pente extrêmement savonneuse. Hein. Maintenant, je sais pas, j'ai pas de compétences. Alors là, je renvoie tout de suite la balle aux autres orateurs sur la politique de maîtrise néonatale de la Chine, par exemple.
tous les bébés ne sont pas destinés à naître, parce qu'effectivement, quand on a un deuxième, on va vraiment être trop. Et pourtant, les Chinois sont déjà trop. Donc, je ne sais pas si c'est à ça que le questionnaire anonyme se réfère. En France, je ne perçois pas bien la deuxième partie de la question, et je pense que c'est pas un vrai problème. Oui, bon. Un peu gêné, hein. Je propose 2 éléments de discussion sur la Chine. Et sur la Chine, effectivement, commence à se développer ce que les Chinois appellent la maladie des 6 amours. La maladie des 6 amours, c'est un individu qui a un papa, une maman et puis 4 grands-parents. Donc finalement, il y a 6 personnes qui se concentrent sur lui ou elle et qui induit un comportement qui est assez égoïste et autre. Et on n'est pas du tout sûr que cette personne arrivée à l'âge adulte puisse continuer à prendre en charge les 6 personnes qui sont au-dessus de lui ou d'elle. Et pour les Chinois, il y a un réel problème, y compris en géopolitique, puisqu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles, et c'est peut-être pas uniquement dû au hasard. Voilà. Sur les enfants ou sur la néonatologie, je les ai très marqués par un livre de Jacques Milliez, qui s'appelle Euthanasie du fœtus, médecine ou eugénisme, et qui raconte exactement ça. Et qui raconte, il est à 3 pages d'intervalle, il a par exemple une femme qui vient le voir, qui est enceinte, qui a un cancer du sein. On dit ben voilà, une interruption médicale de grossesse semble préférable pour éviter la flambée hormonale due à la grossesse et donc l'exacerbation du cancer du sein. Et il y a une femme qui va dire bah oui, d'accord, c'est comme ça. Et puis 2 pages plus tard, non, tant pis. Même si je meurs, c'est pas grave, mais il faut que mon enfant reste. Et Jacques Milliez montre bien qu'il n'y a pas d'une seule bonne solution et que ça reste à la discussion de chacun. Et dans ce même livre, il parle aussi des patients qui ont, et c'est une anecdote qui est rapportée par Jean-François Mattei aussi, en consultation génétique, il vient voir un patient qui est atteint du syndrome de la main de crabe, de la pince de crabe. Il n'y a que le pouce et l'index, et il manque les 3 doigts du milieu. Et il va le voir avec son épouse pour savoir, en diagnostic génétique, si leur enfant est à risque d'avoir ou pas. Et finalement, il fait son conseil et puis il part sur une potentialité d'interruption de grossesse. Et cet homme va, après ce conseil, décider de divorcer de son épouse. Parce que quelque part, il se tue lui-même. Parce que finalement, il est atteint de ce syndrome pince de crabe, et il a pu mener une vie heureuse, il a pu se marier, il a pu imaginer avoir un enfant, et l'interruption thérapeutique de grossesse qui arrive le tue lui. Donc la psyché humaine est vraiment bizarre, quoi. Est-ce que... Juste une incidence sur les progrès technologiques et l'usage qu'on en fait, et l'évidence que ces progrès technologiques s'imposent à nous tous, c'est l'investissement qui a été fait en France sur le dépistage de la trisomie, les progrès technologiques fantastiques grâce à ces investissements en termes de recherche et d'investissements financiers qui permettent un diagnostic de plus en plus facile de la trisomie 21, et donc pratiquement, il y a maintenant très peu d'enfants porteurs d'une trisomie 21 qui naissent. En tout cas, les seuls qui naissent sont parce que les parents l'ont accepté, mais la plupart... Et je n'ai pas un regard moral là-dessus, juste ce qui je trouve incroyable et qui rejoint nos débats, c'est combien ces progrès technologiques, ces recherches technologiques, et ça, s'est imposé à nous de façon complètement naturelle. Je ne crois pas qu'il y ait eu de grands débats dans la société française sur l'évidence qu'il fallait se mettre en quête de tous les trisomiques 21 pour une interruption éventuelle. Alors, sur ce sujet-là, justement, moi je veux insister, et j'apprécie ce qu'a dit Sadek tout à l'heure. Finalement, il y a une liberté de choix. C'est-à-dire que le dépistage de la trisomie 21 n'est pas un dépistage systématique de la trisomie 21, c'est une proposition systématique de dépistage de la trisomie 21. Ce qui est fondamentalement différent. Alors, en plus de ça, si, c'est une proposition de dépistage. On ne peut, dans les faits, les gens peuvent se sentir obligés, mais oui, mais le problème, c'est que là, on est dans la relation entre le médecin et son patient, ou le médecin et la femme enceinte qu'il a devant lui. Je veux dire, effectivement, normalement, on donne
une information, un éclairage pour une décision qui va être je fais ou pas, je rentre ou pas dans ce dépistage. Puis, à l'issue du dépistage, si on est dans une catégorie à risque, un risque qui pour l'instant est défini comme étant un risque de 1 sur 250 d'avoir un enfant trisomique 21, à ce moment-là, il y a une proposition d'examen invasif qui va être une amniosynthèse ou une choriosynthèse. Et si le résultat est positif, il n'y a pas de proposition. On donne l'information à la femme et au couple qui vont demander ou non une interruption médicale de grossesse. C'est extrêmement important de respecter ça et de le rappeler sans cesse. Et de même qu'il faut rappeler que le dépistage de la trisomie 21 actuel, tel qu'il est fait, le dépistage combiné, est quelque chose qui est relativement très peu efficace, puisque 20% des fœtus qui portent une trisomie 21 vont passer au travers. Donc ça veut dire qu'une partie importante des trisomies, des enfants qui naissent trisomie 21 aujourd'hui, sont le résultat d'un défaut technologique qui est le manque d'efficacité du dépistage tel qu'il est proposé. Alors, ça va rebondir bientôt, et c'est pour ça que j'en parle, c'est parce qu'on nous parle aujourd'hui de tests qui sont des tests génétiques fœtaux faits sur le sang, sur prélèvement de sang maternel, où là, l'efficacité n'est plus de 80%, donc ne laisse plus passer un fœtus sur 5, mais l'efficacité est de plus de 99%. Ce qui veut dire que si on ajoute ça dans la batterie du dépistage, on peut effectivement avoir une efficacité telle que les enfants qui naîtront trisomiques à ce moment-là seront des enfants qui ont été désirés par leurs parents, qui estiment pouvoir les élever dans des conditions satisfaisantes. Le problème étant évidemment que normalement toutes ces procédures sont en principe réservées à des maladies d'une particulière gravité incurable au moment du diagnostic, mais qu'il n'y a pas de liste et qu'il n'y en a qu'une maladie, enfin qu'un handicap génétique qui fait une exception, c'est la trisomie 21. C'est le seul handicap génétique pour lequel il y a une proposition systématique de dépistage. Et ça, c'est réellement angoissant. Mais une fois de plus, je pense qu'il faut s'approprier ces questions-là et y réfléchir dans des termes qui sont propres. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'oblige personne à faire le dépistage. Mais rien que le fait de pointer sur la trisomie 21, nommer la trisomie 21 dans la perspective d'un dépistage génétique, est un problème éthique considérable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais le problème, c'est qu'il faut réfléchir sur cet aspect-là précis. On est déjà dans un système, parce que là, on parle de trisomie 21, demain, d'ailleurs, on est capable dès aujourd'hui, dans l'évolution sur les 10 ans depuis la première séquence d'ADN dont je parlais tout à l'heure, il y a le fait qu'aujourd'hui, on peut séquencer l'ADN d'un fœtus à partir d'un prélèvement de 20 millilitres de sang d'une femme enceinte. D'accord ? On peut donc faire la séquence d'ADN du fœtus à partir d'un prélèvement de sang maternel. Donc, pourquoi s'arrêter à la trisomie 21 ? Il y a déjà une société américaine qui est distribuée en Belgique et qui propose une analyse du nombre de chromosomes pour 5 chromosomes différents. Le chromosome 13, le chromosome 18, le chromosome 21, le chromosome X et le chromosome Y. La trisomie 21, handicap, et notamment handicap intellectuel, d'amplitude extrêmement variable, avec toute une panoplie de marques médicales qui sont plus ou moins graves. Trisomie 13 ou trisomie 18, absolument dévastatrice, généralement mort avant la naissance ou mort juste après. Et puis on met dans le même panier le chromosome X et le chromosome Y avec des syndromes qui sont quand même d'une gravité beaucoup plus faible. XXY, Klinefelter, stérilité masculine. Bon. Syndrome de Turner, petite taille, stérilité. C'est tout. Mais on met aussi, on fait croire aux gens qu'un triple X, par exemple, est un problème. Moi, j'ai connu une jeune femme qui était triple X, qui se qualifiait elle-même de super femelle, d'ailleurs ça m'amusait beaucoup, et qui n'avait absolument aucun problème, et qui n'a eu aucun problème pour se reproduire, et qui est docteur en sciences, docteur en médecine, etc. Et donc je pense qu'au niveau handicap intellectuel, c'était assez léger.
elle était beaucoup plus intelligente que moi, un peu folle, mais mais je veux dire, si on met sur le même plan la trisomie X et la trisomie 18, je dis, il y a un problème. Et là, c'est pas seulement un problème éthique, c'est un problème scientifique, c'est un problème de compréhension. Et c'est gravissime. Oui, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, qui fait écho à ce qu'avait dit Fabrice tout à l'heure, à savoir qu'on ne peut en effet pas distinguer comme ça de façon un peu naïve une technique et l'usage d'une technique. En réalité, les deux choses sont complètement imbriquées, et on voit qu'il y a une troisième chose qui est imbriquée dedans, qui est en réalité une normativité. C'est-à-dire que la technique véhicule avec elle une certaine norme, et il y a évidemment quelque chose d'absolument non neutre, de très précis et de très signifiant du point de vue moral, pardon, éthique, dans ce dépistage spécifique. De ce point de vue-là, je voudrais évoquer, il y a un texte assez amusant de Nietzsche dans Aurore, où, à propos de ces histoires d'eugénisme, où Nietzsche explique un peu l'inverse de ce qu'on raconte tout le temps, à savoir que si nous sommes dans l'état de civilisation qui est le nôtre, c'est parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de sélection. Il parle d'un exemple très simple qui est, vous êtes un être humain dans la jungle et vous vous faites attaquer par des bêtes assez dangereuses, des lions féroces, etc. Si vous avez une vision extrêmement fine, vous vous faites attaquer par un lion, bon, votre famille est autour, vous faites manger, votre famille qui a une vue très très fine, observe un animal qui arrive le lendemain et se dit « Ah tiens, c'est un animal différent parce qu'il y a une petite couleur de poil aux alentours de la queue et donc c'est pas la même chose. » Et vous faites manger à votre tour, etc. Et Nietzsche, les seuls qui survivent, en réalité, ce sont ceux qui sont myopes. Parce que quand vous êtes myope, vous vous mettez à courir dès que vous voyez quelque chose qui bouge un peu. Bon, bref. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à la question sur tous les bébés destinés à naître ou on a épuisé le sujet? Bon, alors, on passe... Un commentaire. Allez-y. Baignant depuis 25 ans dans la médecine prénatale, la question est-ce que tous les enfants sont destinés à vivre ou les bébés destinés à naître se pose en plein. C'est vraiment le point central du diagnostic prénatal. Allez, ça vient d'être évoqué un petit peu, mais simplement vous donner le fruit d'une expérience semi-quantitative qui est que quand les marqueurs, dont on a vu que la sensibilité n'était pas parfaite, sont en faveur d'une maladie chromosomique, là on a parlé que de trisomie 21, mais enfin on a évoqué les autres aussi, puisqu'il y a 3 marqueurs combinés maintenant aujourd'hui, la sensibilité s'est un peu améliorée. Il y a donc, voilà, il y a l'information donnée aux parents, et puis les parents décident, acceptent l'amniosynthèse par exemple. 20% des couples refusent en disant tout de suite, quel que soit le résultat, je ne demanderai pas d'interruption médicale de grossesse. Voilà. Donc, voilà. Dans une connotation religieuse, alors je vous ai rappelé où était mon hôpital ce matin, très, très, très marqué quand même, très marqué, très marqué. Mais voilà. Donc, en revanche, les 80% autres acceptent l'IMG, puis bon, après vont prendre une décision secondaire dont on ne peut pas savoir exactement quelle sera la teneur. Mais 20% disent d'emblée non. Alors on passe à la question d'après qui va plutôt concerner ceux qui ont eu la mauvaise idée de convoquer, enfin la mauvaise idée au sens où ça leur vaut une question maintenant, le principisme. Alors je vais lire la question lentement parce que c'est 16h30 et c'est plutôt une question pour philosophe. Que pensez-vous de l'équilibre entre éthique soignante et concept de justice distributive dans les choix décisionnels en santé? Je pense que c'est une question pour toi, Fabrice. Comme ça, les médecins ont le temps de réfléchir. Le problème, c'est que je suis comme Nietzsche, un philosophe du matin et pas de l'après-midi. Alors, j'essaye de retraduire la question, je ne sais pas si la personne qui l'a posée est encore dans la salle. Pour moi, je comprends justice distributive, c'est-à-dire qu'on ne donne pas à chacun la même chose, on donne à chacun selon quelque chose. Son mérite, son talent, ses besoins, tout ce qu'on veut. Bon, alors on utilise cette notion. Est-ce que du coup, dans le choix, dans les décisions qu'on fait en matière de soins, alors je comprends d'allocation de ressources, j'imagine, est-ce qu'on fait une opération ou une investigation coûteuse? Est-ce qu'on fait intégrer autre chose que tous les patients se valent? C'est ça, comme ça que je retraduis la question. Il faut des critères. En tout cas, est-ce qu'on le fait? On le fait.
Dans la pratique, on le fait. De ce que j'ai observé, l'accès aux urgences n'est pas également réparti selon votre âge, selon votre état nutritionnel, selon la présence de troubles cognitifs, selon la capacité à consentir ou d'avoir un tiers qui consent, ce qui fait un cumul de raisons pour lesquelles les personnes âgées avec des troubles cognitifs ont plus de difficultés à avoir accès à certains services. Donc on le fait, il faut être clair là-dessus. Qu'on n'ait pas de réflexion dessus, ça c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'on a du mal. La bioéthique américaine, pour le coup, s'est saisie de ces questions de justice et d'allocation des ressources explicitement depuis le début des années 2000. Je ne vois pas, j'ai vu quelques ouvrages passer, mais je ne vois pas qu'on ait une réflexion collective de cette intensité-là et qu'on ait le courage de se dire les ressources sont limitées, comment on les partage. On a tendance à renvoyer à l'échelon au-dessus. Alors tout ce matin, ça a été des médecins vers le directeur vers les autorités de tutelle, ce à quoi je demandais, mais qui a donc élu ces autorités de tutelle? Donc il y a des choix là, mais je pense qu'on les fait, et je pense qu'on a probablement raison de les faire. Mais la question du critère juste est en revanche plus difficile. Mon idée est que de savoir qu'est-ce qui est juste comme décision est très difficile. Il y a un moyen de s'en sortir qui est de faire que la procédure par laquelle on arrive à la décision soit juste ou équitable. Quand il a été question ce matin de la façon dont on prend les décisions en staff, de donner la parole à tout le monde, là, on a une manière d'introduire de la justice. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement, on n'a pas un critère absolu qui va nous permettre de dire Monsieur X, pour des raisons, il va accéder, Monsieur Y, non. En revanche, on a des chances que la décision soit un peu plus juste si on arrive à faire que le processus délibératif qui aboutit à la décision soit équitable et donne la parole à tous les intéressés possibles. Et là-dessus, il y a des différences culturelles importantes. Christina Orfali, qui était l'ancienne directrice du McLean Center à Chicago, a fait il y a quelques années un article qui s'appelle « L'ingérence profane en médecine ». Le malade, la famille, l'éthique, et elle compare les attitudes en néonatologie aux États-Unis et en France, et sur le rôle qui est donné aux parents dans la décision médicale. Elle dit qu'aux États-Unis, il est admis que les parents doivent avoir beaucoup de rôles parce que ce sont eux qui connaissent qui expriment les préférences ou l'intérêt de l'enfant. En France, on a plutôt tendance à penser qu'il faut protéger un peu les parents et que c'est au corps médical d'assurer la responsabilité, y compris le poids moral de la décision. Bon. Là, il y a quelque chose à travailler. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une répartition juste de la prise de décision qui aboutit à ce genre de critères? Alors, les autres ont eu le temps de réfléchir à la question. C'est une question très, très importante qui ramène à la notion de rationnement des soins. C'est-à-dire que quand vous avez une masse financière qui n'est pas extensible et des gens à soigner, il va falloir partager le gâteau équitablement selon le principe de justice. Et alors là, il y a un problème, c'est que s'il y a une discordance entre les besoins et les ressources, on rentre dans la notion de rationnement. Alors, en France, c'est un mot tabou. Personne ne l'utilise. Quand on le propose, personne ne l'accepte. Or, dans la littérature internationale, health rationing, vous avez des milliers de références. Vous avez des pays qui réfléchissent beaucoup au rationnement, mais avec une vision positive, en disant on va rationner, mais il faut le faire dans l'équité, dans la justice. Comment est-ce qu'on va faire ? Et je crois que sortir du tabou, ça rendrait service à beaucoup de gens. Par exemple, en Australie, ils travaillent la question et ils ont mis en place dans chaque hôpital une commission de rationnement, mais vue positivement, rationnement positif. Alors, ça ressemble un peu à un comité d'éthique. Étant, avec cette somme, je peux guérir un enfant qui a une leucémie ou je peux guérir 10 vieillards qui ont une pneumonie. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, véritablement, il y a des modèles
qui travaillent là-dessus. Aux États-Unis, il y a un certain nombre de gens qui travaillent là-dessus. Au Canada, en Angleterre, sur le health rationing. Alors, l'État le plus bizarre qui a abordé ça, c'est l'État des États-Unis, qui avait à un moment un gouverneur médecin. Il y a très peu de médecins qui font de la politique aux États-Unis, ils n'ont pas le temps. Et là, il était gouverneur, médecin généraliste devenu gouverneur. Et il a dit, on va faire une démocratie sanitaire pour décider dans l'Oregon. Alors, ils ont fait un espèce de grand top en classant et voulait donner aux maladies à soigner. Et en face, tout l'argent qu'ils avaient. Donc, ils ont trouvé, après quelque chose de très très compliqué, une classification pour mettre les maladies les plus importantes pour les gens, et ils ont mis ensuite une barre. Et après, ils ont dit, on rembourse et en dessous, vous payez. Et au-dessus, la première maladie qui avait été donnée, c'était une maladie grave, mortelle, curable, en numéro 1. Ensuite, c'était grave, incurable. Et ensuite, il y avait quelques grands thèmes. Et en 4 ou en 5, il y avait les soins dentaires. Alors, tout le monde était un petit peu surpris. Soins dentaires. Comment les gens réagissent face aux soins dentaires. Puis les lunettes, les choses comme ça, qui sont arrivées là au milieu du champ. Alors, ils ont joué ce jeu, mais c'est une méthode de rationnement démocratique. Et en France, on a détourné l'affaire, on a réglé le problème, c'est-à-dire que les politiques se dédouanent, ne sont pas responsables, parce que à l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle l'ONDAM, et on fait une grosse somme, et on dit qu'il ne faut pas dépasser cette somme-là. D'ailleurs, ce sont les députés représentants du peuple qui ont voté l'ONDAM. Donc, nous avons une démocratie sanitaire, puisque les représentants du peuple ont voté la masse globale. C'est une astuce qui permet de détourner la question. Nous rationnons, mais avec l'accord des représentants du peuple. Ça s'appelle l'ONDAM. Je peux être impertinent ? Je me permets à ce sujet une impertinence, car ce sont les mêmes députés qui se votent évidemment un remboursement à 100% des frais dentaires et des frais pour les yeux. Donc ils ont une grande pureté vis-à-vis de... Ils donnent un exemple. Quelqu'un d'autre sur Baptiste ? Oui, je trouvais très intéressant ce que vous disiez sur le tabou à l'égard du rationnement. Et je pense que de ce point de vue-là, on peut faire une hypothèse qui est plus de l'ordre de la philosophie, sur le poids des mots et sur l'inconscient des mots. S'il n'y a peut-être pas de débat sur le rationnement en France, c'est parce qu'on a une histoire tragique de l'occupation dans laquelle le rationnement renvoie à un passé d'une France collaborant qu'on a envie d'oublier. Et de telle sorte que c'est comme si le mot lui-même, et pas la réalité, rendait difficile. Peut-être que trouver un autre mot ouvrirait des voies de réflexion plus faciles au niveau du débat public. Il est censé marcher. Si, il marche aussi. Allez-y, allez-y. Ah ben, je vais prendre celui-là. Oui, oui. Je vais vous donner un éclairage totalement différent. Je vous la raconte, mais je ne suis pas autorisé à le faire. Hein. Je vous mets l'historique très très bref. Emmanuel Hirsch, qui vous savez de la PHP, a décidé depuis l'année dernière que, au lieu de faire toujours les réunions à Saint-Louis, on allait les faire sur des sites divers. Et en juin dernier, il avait organisé ça à l'hôpital Percy, à Clamart, hôpital militaire, comme vous le savez. Et donc, on s'est pointé là-bas et on a été accueillis par l'aéropage complet. Alors, il faisait beau, il n'y avait que des galons, on ne voyait rien.
Et pour revenir sérieux, c'était très très intéressant parce que les militaires posaient la problématique suivante. Ils ont montré des extraits de la guerre en Afghanistan, et puis ils ont dit, voilà, dans les grandes catastrophes, le vrai problème éthique des médecins militaires et des responsables, c'est de faire le tri à l'arrivée pour dire lesquels on laisse mourir et lesquels on essaye de soigner. Alors je ne peux pas vous donner leur débat complet, mais c'était poignant parce que c'est véritablement une question qui les préoccupe et pour laquelle ils ont fait des règles quand même. Ils sont, par définition, les militaires sont des organisateurs. Mais c'est pour eux, voilà, ils ont même mis en place des règles, des codifications, et selon le nombre de blessés, s'il en arrive 20, on applique telle règle, mais s'il en arrive 150, c'était l'autre. Et évidemment, plus ils seront nombreux, pour un poste de soins qui peut opérer 5 ou 10 blessés en 2 heures, eh bien, plus il y en aura de laissés pour compte. Et donc, c'est un exemple qui est justice distributive, qui m'est venu comme ça, même si je ne suis pas militaire et pas autorisé à en parler vraiment. C'est un excellent exemple parce que je crois que ça pointe justement, ça explique pourquoi le problème est assez insoluble. Je ne crois pas qu'il y ait que bon, ton hypothèse est intéressante, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une explication très, très élémentaire qui est qu'on n'arrive pas, contrairement au contexte militaire, on n'arrive pas à se représenter comme étant une absolue nécessité ce rationnement, parce qu'on n'arrive pas à se représenter, et on a des raisons de ne pas pouvoir se représenter la manne qu'on peut mobiliser comme étant limitée. On peut se dire qu'on peut emprunter, on peut se dire qu'on peut prendre sur un autre budget. En réalité, pourquoi on bloque là-dessus ? On bloque parce qu'on a du mal à voir quelque chose de plus important que, c'est même pas la santé, mais que la vie et la mort. Donc à partir du moment où il s'agit de dire, eh bien on va renoncer à traiter quelqu'un, on est face à une espèce d'infini pascalien et on trouve ça choquant, l'idée de rationner. Pourquoi ? Parce qu'on se dit qu'il y a toujours une boîte à côté dans laquelle on peut puiser. Mais si en revanche on commence, et ça va me mener à la question d'après, si en revanche on commence à expliquer aux citoyens ce qui va diminuer si il y a une augmentation considérable des dépenses de santé, si tout est remboursé intégralement, y compris les choses un peu frivoles, etc. Si on commence à dire, oui, mais alors le prix à payer, c'est un X instituteurs en moins, c'est X policiers en moins, c'est des autoroutes moins bien entretenues, enfin bref. Si on commence à avoir une perspective de l'ensemble du budget, alors on est face à quelque chose de plus rationnel. Le problème, c'est que cette expertise-là, il est difficile de la demander à des citoyens, puisque visiblement les députés eux-mêmes ont un peu de mal à se repérer dans cet univers. Oui, monsieur. On va peut-être laisser un micro dans la salle, d'ailleurs. Parce qu'on en a assez ici, en fait. Celui-là aussi. Avant de parler de rationnement, ne faut-il pas parler du gaspillage ? On sait qu'aujourd'hui en France, il y a 40% de médicaments qui sont inutiles. Et je dirais qu'il y a probablement 30% d'actes médicaux qui sont inutiles, aussi bien d'actes biologiques que d'actes techniques, radiologiques ou dans ma spécialité endoscopique. Donc je pense qu'on peut régler la situation sans rationner, uniquement en travaillant sur le gaspillage, et c'est très facile. Ça, il faudrait spécialiste de santé publique. Oui, tu veux dire ajouter quelque chose ? Je voulais juste dire que le problème, effectivement, c'est de se mettre d'accord sur les chiffres et sur ce qui est utile et ce qui est inutile. Et ça demande aussi un débat. Parce que les 40% de médicaments inutiles, moi je ne sais pas d'où ça vient, mais les études qui sont faites ne sont pas toujours sérieuses. J'en veux pour preuve quand même certains livres qui ont été commis par des gens qui se prétendent médecins, voire députés, et qui publient quand même des insanités simplement pour faire le buzz. Donc il faut quand même se méfier aussi. Là je rejoins tout à fait la communication de François Cusin tout à l'heure sur le fait que toute chose n'est pas forcément bonne à dire, surtout si ça correspond à une information qui est fausse, voire criminelle. Dans certains cas, il y a eu des choses qui ont été dites en termes de santé publique qui ne sont quand même pas à l'honneur des gens, notamment des médecins, qui les ont dites.
Donc, faut se méfier. Là, il faut qu'il y ait une étude ou des études qui permettent effectivement d'avoir un débat contradictoire sur le fait qu'est-ce qu'on appelle effectivement un médicament utile. Moi, j'en ai entendu des tas. Moi, j'avais une grand-mère qui prenait des médicaments pour les rhumatismes et tout ça, qui lui faisaient de l'effet. Et puis, je sais qu'elle avait été mortifiée une année parce que ça avait été retiré du commerce parce que c'était soi-disant dangereux. Elle a dit c'est pas dangereux. Elle a vécu jusqu'à 95 ans. Elle n'avait pas de problème. Mais voilà, mais elle le voyait par son petit bout de la lorgnette. On peut le voir en termes de santé publique, mais il faut au moins se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est inutile, qu'est-ce qu'on peut dire effectivement, et quels sont les actes médicaux qui sont réellement inutiles. Est-ce qu'ils sont inutiles sur le plan de la technique médicale, ou est-ce qu'ils sont inutiles pour la personne qui vient consulter? Il y a des tas de consultations qui sont du domaine, effectivement, voilà. Peut-être, on dirait, du psychosomatique dans certains cercles, mais qui sont tout à fait utiles pour la personne. On ne soigne pas les gens simplement parce qu'on va faire des actes qui sont techniquement utiles. Donc, il faut vraiment qu'on puisse se mettre d'accord ensemble dans la société pour définir effectivement ce qu'on va appeler utile, inutile en termes de médecine et de santé publique, et puis qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Et puis ce travail-là, le problème, c'est qu'il n'est pas beaucoup fait. Donc on marche effectivement sur des lancers. On a chacun sa perception. Peut-être que dans votre domaine, vous savez, vous, avec votre expertise, qu'il y a effectivement un certain nombre d'actes, la technique, qui sont clairement des actes inutiles et qu'il faudrait supprimer. Mais il faut aussi savoir que les médecins qui les pratiquent. Ils ont une part de responsabilité. Alors, il nous reste en théorie 5 minutes, donc peut-être qu'on passe à la question suivante, et après on fera un tour de salle, si ça ne vous gêne pas de garder cette question un peu pour après, que je donne la priorité aux questions écrites. Alors, la question suivante, mais on devrait pouvoir répondre facilement parce que c'est dans le fil de la précédente: quelle place pour la responsabilité des citoyens dans les politiques de santé, dans le triangle financement, patient, médecin? Je crois qu'on a un petit peu, déjà répondu à cette question, puisque c'est au fond l'étage supérieur qui a été évoqué tout à l'heure. Peut-être que tu veux ajouter un mot, Sadek? Quand on a fait l'avis 101 sur les contraintes économiques en milieu hospitalier, forcément, on amène la potentialité d'un contrôle ou d'un rationnement de la part des patients eux-mêmes. Il y a 2 exemples qui sont éclairés, et ce contrôle ou ce rationnement de la part des patients va rentrer en compétition avec le bien fondé des médecins et de leurs revenus. Ma Porsche n'est pas futile, elle n'est pas inutile. On avait l'exemple qui était rapporté dans la région de Lille d'une femme qui était un peu folle et qui a consulté 30 psychiatres en un mois. Et elle a reçu 30 consultations et 30 ordonnances de Prozac et machin. Au bout d'1 mois, l'assurance maladie finit par s'en rendre compte et va essayer d'avoir une procédure à son encontre pour qu'elle rembourse et autres. Elle n'a violé absolument, elle n'a fait aucun délit, aucun crime. Elle était simplement folle. Et l'assurance maladie, dans l'état actuel de la science et de la loi, ne peut pas incriminer cette patiente. Deuxième exemple, on sait que chez une femme enceinte, l'assurance maladie rembourse 3 échographies par grossesse. Oui, non. Le remboursement n'est pas de 3 échographies par femme et par grossesse, c'est le remboursement de 3 échographies par médecin et par grossesse. Si je suis femme enceinte, je peux me faire 3 échographies par jour, si je veux, je serai remboursé si je prends 3 médecins différents. Donc on voit bien que là, il y a des tensions entre comment on fait et comment est-ce qu'on assure une bonne justice. C'est un élément qui devra un jour être mis sur de la place publique. Dernier exemple, 99 états généraux de la santé sous Kouchner, et on dit, ben voilà, les données actuelles de la science, c'est que l'assurance maladie rembourse 1 frottis de dépistage par an. Les données actuelles de la science disent qu'on pourrait passer à 1 frottis tous les 2 ans au lieu de 1 frottis par an. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on dérembourse ou que l'on augmente cette durée? Réponse unanime de 99% des femmes et des hommes: non, on garde ça. Ça, c'est avantage acquis. Sans expliquer qu'avec l'argent qu'on aurait pu économiser, on aurait pu mettre des pacemakers jusqu'à 85 ans au lieu de 80 ou ce type d'éléments-là. Mais si moi je suis gynéco et si moi je suis anapathe, 1 frottis tous les 6 mois, c'est mieux. 1 frottis tous les mois, c'est mieux. Donc on voit que c'est un bilan qui, effectivement, à la fin, c'est à somme nulle, mais qui impacte des acteurs différents, avec chacun leurs propres intérêts différents.
Alors, je lis la dernière question, et puis après on passera à la question de monsieur. Je pense que la dernière question, j'arrive pas bien à savoir si elle est complètement dans le sujet du jour. Je laisse les orateurs s'en saisir s'ils le souhaitent ou pas. Wikipédia est une des références les plus consultées et repose sur la contribution des volontaires. Wiki a des difficultés à garder et augmenter le nombre de ses contributeurs. Quelle collaboration possible avec les universités ? Alors, on peut peut-être essayer de reformuler ça pour que ça ait un rapport avec nous. Est-ce que justement la Wikipédia peut être un bon véhicule pour la technique? Est-ce que ça a changé quelque chose, en particulier dans la relation que les patients ont à la technique médicale? Et est-ce qu'on observe avec Wikipédia et Internet de façon générale de plus en plus de patients qui arrivent en ayant fait une espèce d'autodiagnostic de plus en plus subtil? Et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer cet autodiagnostic? Je vais très brièvement, dans mon hôpital, à Avicenne, en Seine-Saint-Denis, dans une banlieue pauvre, défavorisée, 30% des patients qui viennent me voir ont vu d'abord sur Internet et sur Google, ont fait leurs différents éléments. Et plus les gens sont riches et plus ils auront consulté sur Internet. Il y a une profusion d'informations qui pousse de techniques, qui va pousser le médecin à expliquer encore plus. C'est une bonne chose. Ça questionne le docteur, c'est bien, c'est une bonne chose. On a eu l'an dernier un débat au niveau du réseau sécurité naissance. Nous avons fait les protocoles, on a une 50aine de protocoles qui concernent tout le réseau. Et la question était de savoir si sur le site du réseau, on mettait ces protocoles, qui sont des protocoles médicaux, s'ils étaient accessibles à tout le monde ou s'ils n'étaient pas accessibles. Il y a eu un vote et il a été décidé qu'ils n'étaient pas accessibles à tout le monde. Et personnellement, j'ai pensé que c'était une décision absurde, parce que dans le même temps, on reproche aux gens d'aller voir n'importe quoi sur Internet. Et on leur dit, mais n'allez pas sur Internet, il n'y a que des bêtises. Il vous faut des avis avisés. L'avis avisé, c'est le médecin qui va vous le donner, votre médecin. Mais dans le même temps, votre médecin, il refuse de mettre sur Internet les protocoles qu'il a rédigés. Information fausse ou information juste, hein, mais ils arrivent et le médecin leur dit quelque chose, mais ils ont besoin, c'est un besoin intrinsèque d'aller vérifier, hein, d'aller vérifier chez le copain, chez la copine, sur Internet. Donc tant qu'à faire, que les informations soient justes de partout. Mais cela dit, après on va laisser monsieur poser sa question. Ce qui caractérise Internet, et je dois dire que je m'en réjouis, désolé d'être un abominable libéral, c'est que précisément il n'y a pas de contrôle étatique de l'information délivrée, ni de contrôle académique. Dans le meilleur des cas, si quelqu'un rédige une page Wikipédia sur des questions de philosophie du droit et raconte d'énormes bêtises, je peux aller rectifier et préciser, et on va voir dans le statut que la personne qui a rectifié est professeur de philosophie du droit, et on va se dire, bon, peut-être que c'est un peu plus juste, mais si dans le quart d'heure qui suit, il y a un ennemi personnel qui décide d'ajouter des grosses bêtises, on peut jouer comme ça assez longtemps, le modérateur va pouvoir modérer, mais de toute façon, on n'aura jamais une espèce de vérité officielle, et tant mieux, parce que précisément, c'est pas un support pour vérité officielle. Donc, c'est le prix de la liberté, ce genre de doute et d'incertitude. Monsieur. Oui, je revenais sur l'évaluation et le coût. Donc je suis néerlandais et j'étais un peu étonné, je ne connais pas précisément comment ça fonctionne aux Pays-Bas, mais d'après ce que je lis dans les articles de journaux, il y a une évaluation quand même assez précise de la part du ministère de la Santé ou des instances publiques sur le bénéfice des différentes techniques médicales, du bénéfice attendu et de leur coût, et donc à partir de là, de leur intérêt à être remboursé. Et un patient, pour donner un exemple assez facile, un patient âgé ne se verra pas proposer les mêmes soins du fait de son espérance de vie qu'un patient dans la force de l'âge, enfin dans la trentaine, par exemple. Donc je suis presque étonné d'avoir l'impression qu'il n'y ait pas du tout de méthode d'évaluation en France. Enfin, c'est l'impression que ça me donnait. Donc,
C'est parce qu'en France, on ne sait pas faire la queue. Et que l'éthique, c'est le passage de l'implicite à l'explicite. J'ai un très bon ami qui travaille à l'OMS et dont la belle-mère est hollandaise, dans les Pays-Bas. Effectivement, elle avait 83 ans, elle avait besoin d'un pacemaker. Il dit, ah non, 83 ans, niet, parce qu'au-delà de 80 ans, on ne met pas de pacemaker. Donc il l'a fait venir en Suisse, ils ont mis le pacemaker en Suisse alors qu'ils ne pouvaient pas l'avoir là-bas. Ça dépend de de quelle logique ou comment est-ce que la société dans son ensemble construit la règle. Et ça, c'est un travail politique. Parce qu'on a parlé de justice. Effectivement, il y a deux types de justice. Il y a une justice distributive, c'est à la queue comme tout le monde. Donc je vais faire la même procédure. Deux cas identiques doivent avoir un même traitement identique. Justice distributive, à la queue comme tout le monde. Et puis, il y a une justice verticale où on va induire une discrimination positive pour un cas qui est jugé légitimement différent. C'est la société qui décide que le cas est légitimement différent ou pas. Si le samedi après-midi, je fais les courses chez Carrefour et que j'ai que 5 items, je suis légitimement différent de la personne qui a le caddie bourré. Mais c'est la société qui a décidé, on fait une caisse spéciale pour. Il n'empêche, le degré de discrimination positive, de correction d'inégalité va rentrer en conflit avec l'efficience. Et dans des éléments comme dans les greffes d'organes, par exemple, on va dire, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais rajouter 5 ans de vie à quelqu'un qui n'a que 40 ans? Ou, avec le même organe, rajouter 10 ans de vie à quelqu'un qui a déjà 50 ans? Le choix n'est pas évident, et le choix ne peut pas être laissé du ressort des médecins seulement. Il y a l'avis des experts, l'avis scientifique, l'avis du peuple, le politique, in fine, qui décide. Mais c'est un choix de société, effectivement. Alors, je ne dis pas que la société néerlandaise est moins démocratique ou plus démocratique que la société française. Elle est différente. Oui, en effet, c'est un choix de société, et ce choix politique de société se traduit ensuite dans des règles de droit. Pour finir, ce matin, Jean Leonetti a évoqué l'arrêt du Conseil d'État pour les histoires de transfusion de témoins de Jéhovah. Je ne suis pas complètement d'accord avec son interprétation, parce que le Conseil d'État n'a pas du tout dit « vous avez eu raison de transfuser ». Il a dit « ce n'était pas une faute grave que de transfuser », ce qui n'est quand même pas exactement la même chose. Mais si on prend l'exemple des témoins de Jéhovah, on a quelque chose de très intéressant par rapport à l'articulation entre autonomie et technique. Les témoins de Jéhovah, ils sont très très embêtants, ils demandent à ne pas être transfusés, et ils sont d'autant plus embêtants depuis la loi du 4 mars 2002 que si on a une interprétation moins charitable de l'action médicale que l'interprétation du Conseil d'État, ils ont le droit de refuser à ne pas être transfusés. Mais ce qui est intéressant d'un point de vue technique, c'est que ce côté pénible des témoins de Jéhovah a fait que, globalement, aujourd'hui, on transfuse quand même moins les gens. On sait mieux ne pas transfuser les gens. Et du coup, tout le monde en bénéficie, et c'est un peu grâce à ces insupportables témoins de Jéhovah qui, de façon très très rationnelle, avec leur religion très très bizarre, demandent quelque chose qui semble inacceptable au corps médical. Donc parfois l'autonomie de la volonté, y compris une autonomie qui nous gêne un peu, a des effets secondaires assez intéressants. Alors il est 17h10, c'est-à-dire que normalement on devrait s'arrêter. Je propose que quand même on morde de... C'est le professeur Grimaud qui me donne l'autorisation ou pas. On peut déborder de 10 minutes? Oui ou non? Tu nous dis une réponse simple. Oui, bon. Donc on peut déborder de 10 minutes. Donc on va prendre des questions dans la salle s'il y en a, et si des orateurs ont envie de spontanément prendre la parole, allez-y aussi. C'était une idée pour réduire les consultations inutiles. L'idée, ça serait que chaque médecin soit rémunéré pour un temps téléphonique et un temps informatique pour communiquer avec ses patients. Et en fait, le patient pourrait, avant la consultation, poser sa question par téléphone ou par Internet. Ça pourrait marcher aussi bien en médecine froide que ce qui se fait en régulation des urgences. Et en fait, il faudrait que les médecins aient un temps rémunéré pour cette activité. Et peut-être qu'on pourrait réduire là aussi le coût des consultations inutiles, en fait. C'est une très bonne idée, mais Pour... ça existe dans pas mal de pays. En Allemagne, il y a quelques années, je ne sais pas si vous en êtes, c'était une demi-consultation.
Les gens payaient une demi-consultation pour la consultation téléphonique. Et au Japon, c'est le prix d'une consultation normale. Et les autorités de santé ont considéré que ça faisait faire des économies de transport, déplacement, etc. Mais la sécurité sociale française ne veut pas entendre parler de ça. Voilà. Mais il y a beaucoup de publications là-dessus, ça existe. C'était aussi la possibilité de livrer les protocoles de façon singulière pour un patient. C'est-à-dire, au lieu de les mettre sur un site, de livrer un protocole pour chaque patient, en fait, pour répondre à ce qui avait été dit avant. Juste pour rajouter une petite note de complexité à ces questions autour de l'équité, on a regardé ce qui se passait entre un sujet un peu jeune et un peu plus âgé, entre un pays, la Hollande, et la France. Mais alors, si on se met à l'échelon planétaire, à l'heure actuelle, un bébé de 600 grammes en France, il est hospitalisé dans une réanimation où le prix de journée, enfin, on ne parle plus en prix de journée, mais en gros, il coûte 2000 €. On investit 2000 € pour porter vers la vie un bébé de 600 grammes. On va faire ça pendant 3 mois. On va y arriver bien souvent. Quand on voit dans un pays du tiers-monde ce qu'on pourrait faire avec 2000 € tous les jours pour faire un tout à l'égout dans une ville et améliorer la mortalité infantile de façon extraordinaire, il y a un problème de justice distributive au niveau de la planète aussi. Oui, mais on retombe, c'est très juste. Je fais une toute petite modification par rapport à ce que vient de dire Christian. Non, ça rapporte à l'hôpital 2000 €. C'est ça qui est formidable avec cette T2A. Non, ce que vient de dire Christian est très important, et ça nous renvoie encore à la question de la politique et des arbitrages politiques, à savoir, est-ce qu'au bout du compte, les citoyens sont d'accord avec ces arbitrages, ou est-ce que les citoyens observent ces arbitrages, constatent plutôt les effets de ces arbitrages? Et malheureusement, je crois que c'est la vérité, si c'est la troisième option, c'est assez difficile de dire qu'on est véritablement dans une démocratie sanitaire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, ou est-ce que vous êtes épuisés? Bon, merci infiniment pour votre présence. Merci aux organisateurs. Ah oui, ça c'est un vrai problème. Je suis complètement d'accord. On est 9 et on est 9 hommes et c'est pas bien du tout. Non, mais c'est vrai. Très juste. Non, c'est pas un hasard du tout. On tâchera de faire mieux la prochaine fois pour la parité. Non, mais c'est très juste. Moi,